Ce matin-là, toute la ville de Liberty se rassembla devant le vieux palais de justice. Une cabane et un terrain. Environ 5 hectares, soit 12 acres, étaient mis aux enchères. Le prix de départ était de 12 cents. La foule murmura, puis se tut. Personne ne bougea. Les commerçants aisés, les riches propriétaires de ranch, tous figés comme des statues. Seul Gideon Haye, un éleveur un peu rustre aux vêtements couverts de poussière, leva lentement la main. 12 cents. Sa voix de cheval résonna. Tous les regards se tournèrent, mais au lieu d'envie, ce qui remplit leurs yeux, c'était la pitié. Comme si l'homme venait de tomber volontairement dans un piège sans issue. « Entends-je quelque chose d'aussi haut » cria le commissaire-priseur, sa voix résonnant maladroitement. Personne ne répondit. Le marteau s'abattit. Bruit sourd. La cabane appartenait désormais à Gideon Haye, sur le chemin du retour à cheval. Gideon sentait encore ses yeux le suivre comme s'il lui murmurait un dernier avertissement. N'y va pas, mais Gideon n'avait plus rien à perdre. Une cabane à 1200 avec un terrain, un puits et une vieille grange, juste assez pour recommencer à s'occuper de son maigre troupeau. Le chemin de terre menait à des bois clairsemés. Au loin, le portail en bois de la cabane se dressait silencieusement parmi les hautes herbes. Gideon tira sur la poignée, le cœur serré. Un corps était suspendu au portail. C'était une Apache. Mais pas n'importe quelle femme. Elle était énorme, plus grande et plus large que tous les hommes que Gideon avait jamais vus. Ses épaules étaient larges, ses jambes si longues qu'elles touchaient presque le sol, même suspendues à la poutre. Son visage était maculé de poussière et de sang. Ses yeux étaient encore ouverts, tremblant à la recherche d'un souffle. Gideon resserra sa prise sur son couteau et s'avança rapidement vers le portail. La cabane à 1200 qu'il avait cru être un coup de chance révélait maintenant un secret bien plus terrifiant que tous les murmures jamais exprimés. Que ressentiriez-vous si vous étiez témoin d'une telle scène? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Le couteau d'acier brillant transperça la corde. Le corps lourd de la jeune fille s'effondra comme un arbre abattu, forçant Gideon à reculer, ses genoux s'enfonçant dans la terre. C'était un homme habitué à affronter des taureaux sauvages en liberté, mais il n'avait jamais supporté le poids d'une femme dotée d'une telle force et d'une telle musculature. Elle gisait immobile sur l'herbe sèche, respirant par à-coups, sa large poitrine se soulevant comme si elle allait éclater. Gideon arracha un PAN de sa vieille chemise et l'enroula autour de la corde à vif, ensanglantée et brûlée sur son cou. Ses mains tremblaient légèrement. Il ne savait pas si c'était à cause de la tension ou de l'étrangeté de tenir une vie aussi puissante dans ses bras. « Tiens bon, ma fille » murmura Gideon. Sa voix était rauque comme du gravier sous le talon d'une botte. Ses yeux sombres s'ouvrirent, profonds et brûlants de fureur et de douleur. Elle essaya de parler d'une voix saccadée, il ne comprit pas un mot, mais il reconnut ce regard. C'était un appel à la vie. Il attrapa la gourde en peau de vache qu'il portait à la hanche et fit couler quelques gouttes d'eau sur ses lèvres gercées. Sa gorge se contracta légèrement et sa respiration se calma. Gideon s'accroupit près d'elle, levant les yeux vers le portail de la cabane, la marque de corde encore gravée dans la poutre. Du sang séché maculait le bois gris patiné. Une scène laissée derrière lui comme un avertissement à quiconque serait assez fou pour s'approcher, jura-t-il dans sa barbe. Cette cabane à 1200 n'était pas une affaire. C'était un piège. Alors que le soleil déclinait, Gideon entraîna la jeune fille dans la cabane. La petite maison en bois était couverte de poussière. Les fenêtres étaient fermées par des planches, mais le sol était solide, et des cendres froides persistaient dans le poêle. On ne se serait pas cru dans un endroit laissé intact pendant 15 ans, comme le prétendaient les rumeurs de la ville. Il l'allongea sur une table en bois usé et tira une couverture sur ses épaules en silence. Gideon observa son visage. Ce n'était pas une inconnue. Il avait entendu des histoires au poste de traite des fourrures. Nelly, petite fille du chef Faucon Blanc, sans guerrier, imposante comme le disait la légende. Mais que faisait-elle pendue à la porte de cette cabane? Et qui serait assez cruel pour faire une chose pareille à la petite fille d'un chef Apache? Gideon sortit sur le porche, plissant les yeux dans la lumière déclinante. Au loin, à l'orée du bois, il aperçut un cavalier. L'homme portait un chapeau à larges bords bordés d'argent qui captait les derniers rayons du soleil.
Il ne s'approcha pas. Il ne s'éloigna pas. Il se tenait là, tel une sentinelle. Lorsque leurs regards se croisèrent, le cavalier fit demi-tour et disparut dans les arbres. Un frisson glacé parcourut l'échine de Gideon. La ville l'avait regardé avec pitié. Cette cabane renfermait plus qu'une malédiction. Quelqu'un observait, attendait, et maintenant il avait tiré un témoin vivant du nœud coulant de la mort. À l'intérieur, Naëli s'agita. Sa voix était rauque, à peine un murmure. Mais un mot anglais traversa le champ. Danger. Ils reviendront. Gideon serra ses mains calleuses. Ce rancher épuisé n'avait jamais voulu prendre part au combat d'autrui. Mais avec une cabane à 1200 et une fille géante mourante désormais sous sa garde, il savait que ses jours de paix étaient terminés. Cette nuit-là, Gideon dormit à peine. À l'intérieur de la petite cabane, la lueur vacillante du poêle à bois dansait sur les murs de bois fissurés. La géante Apache gisait, enveloppée dans des couvertures, gémissant de temps à autre, les yeux s'ouvrant brusquement, puis se refermant. À chaque mouvement, le vieux lit en bois grinçait comme s'il allait se briser en deux. Gideon était assis à côté d'elle, sa carabine Winchester à portée de main. Il s'était habitué aux loups des prairies, aux voleurs de bétail et aux innombrables chevaliers solitaires sous les étoiles. Mais maintenant, un malaise d'un autre genre palpitait derrière ses tempes. Qui, saint d'esprit, pendrait une géante à la porte comme un spectacle sordide? Et pourquoi toute la ville était-elle restée silencieuse? À l'aube, Gideon comprit qu'il devait aller en ville à cheval. Naëli avait besoin de médicaments, d'eau propre et de pansements propres. Il la laissa à l'intérieur, verrouilla la porte et prit le chemin de terre pour retourner à Liberty. Lorsqu'il entra dans l'épicerie, une étrange tension flotta dans l'air. Les conversations s'arrêtèrent. Quelques femmes firent semblant de regarder des tissus, mais leur regard ne cessait de se poser sur lui. Gideon se dirigea droit vers le comptoir et sortit quelques pièces de sa poche. « J'ai besoin de bandages, d'antiseptiques et de nourriture. » Le commerçant, un homme nerveux aux mains tremblantes, emballa discrètement les provisions sans un mot. Il posa le sac sur le comptoir, dans un murmure à peine perceptible, demanda « La cabane ». À la porte du Corbeau, Gideon hocha lentement la tête. Le magasin tout entier sembla retenir son souffle. Une vieille femme laissa tomber son panier à couture. Des bobines de fil roulèrent sur le parquet. Juste à ce moment, la porte de derrière s'ouvrit brusquement. Un homme de grande taille entra, son chapeau à large bord bordé d'argent reflétant la lumière. C'était lui, le cavalier que Gideon avait aperçu, observant depuis la lisière de la forêt. Son regard était acéré comme une lame, sa main calleuse posée près de la crosse de son arme. Fletcher frappe. Il se présenta, la voix polie comme du bois. J'ai entendu dire que vous aviez fait un petit achat intéressant. Gideon ne dit rien. Il hocha brièvement la tête, ses yeux gris argentés froids. Fletcher laissa tomber une bourse en cuir sur le comptoir. Elle atterrit avec un bruit sourd. Le cliquetis métallique caractéristique à l'intérieur. 500 $. C'est des milliers de plus que ce que vous avez payé. Confiez-moi la cabane ce soir. Le magasin se figea. Le commerçant tressaillit et laissa tomber un bocal de conserve. Il se brisa sur le sol. Tous les présents savaient ce qu'était cette cabane. Et maintenant, ils attendaient la réponse de Gideon. La main de Gideon serra la sangle de sel en bandoulière. Son regard d'acier se fixa sur Fletcher. 500 $ pour une cabane pourrie. Vous devez acheter autre chose. Fletcher sourit. Mais c'était un sourire froid comme l'acier. Je crois à votre bon sens. Cette cabane n'est pas pour un homme qui veut vivre longtemps. À cet instant, Gideon entendit les murmures effrayants autour de lui. Les mots de Fletcher n'étaient pas qu'un avertissement. C'était une condamnation à mort prononcée clairement et directement sur son visage. Lorsque Gideon revint à la cabane, le soleil disparaissait déjà derrière la chaîne de montagnes lointaines. Il portait un lourd sac dans une main.
L'avertissement glacial de Fletcher Knox résonnait encore dans son esprit. Son cheval émit un léger grognement à l'approche du portail. Ce même portail où un corps avait été pendu la veille. Gideon leva les yeux. La corde avait été coupée, mais le sang séché maculait encore le bois. Un frisson le parcourut. À l'intérieur, la lueur vacillante du feu du poêle projetait des ombres dorées sur les murs en bois de la cabane. Naëli, la géante apache, était réveillée. Elle était assise, adossée au mur. Ses yeux noirs et profonds étaient fixés sur Gideon. Dans la pénombre, sa silhouette apparut pleinement. De larges épaules de guerrière, de longs bras, des muscles puissants et meurtris, un mélange féroce de beauté brute et de violence brutale. « Tu m'as sauvé », dit-elle d'une voix rauque, dans un anglais clair. Gideon posa le sac et lui versa un verre d'eau. Je ne supportais pas de voir un être humain traité comme un animal. Naëli but lentement, chaque gorgée mesurée. Puis elle reprit la parole, ses mots fendant l'air comme une lame. Je suis la petite fille de Faucon Blanc, chef des Apaches. Ils m'ont capturée pour forcer notre tribu à abandonner nos terres. Cette cabane est un message. Gideon fronça les sourcils. Un message ? Elle hocha la tête, sa grande main agrippant le bord de la couverture. Ils m'ont pendu à la porte pour faire passer un message. Cette cabane appartenait à un homme blanc nommé Samuel Hartwell. Il avait trouvé de faux documents fonciers prouvant que des commerçants et des juges avaient vendu des terres volées. Il avait caché les preuves ici et il l'avait tué. Gideon sentit le poids de ces mots s'abattre sur sa poitrine comme de la cendre. Et ces papiers, ils étaient peut-être encore là. N'a parcouru la pièce du regard. Son regard se porta vers le centre du parquet. Je ne sais pas, mais il le croit. Et moi ? Je n'étais qu'une otage destinée à faire taire la tribu. Dehors, le vent hurlait à travers les planches pourries, portant de faibles bruits de marteau. Quelqu'un installait son campement non loin. Gideon regarda par l'étroite fente de la fenêtre et aperçut les ombres de chevaux avançant dans l'obscurité. Fletcher n'avait pas bluffé. Il avait envoyé des hommes pour surveiller. Gideon se retourna. Son regard croisa le sien. Dans ses yeux noirs et profonds, le feu était revenu. Non pas l'étincelle désespérée d'une âme mourante, mais la flamme d'un sang de guerrier inégal. « Tu m'as sauvé », dit Naëli d'une voix plus forte. « Alors maintenant, tu dois te battre à mes côtés. Sinon, nous finirons tous les deux pendus à cette porte. » Gideon serra les mâchoires, la main posée instinctivement sur la crosse de son fusil. Il n'était qu'un rancher épuisé à la recherche d'un endroit tranquille où s'installer avec son bétail maigre. Mais cette cabane à 1200 était devenue la porte d'entrée d'une tempête de sang et de feu. « Merci d'être là, dit-il. Si cette histoire a réveillé quelque chose en vous, des souvenirs du bon vieux temps, des soirées poussiéreuses, l'écho des sabots qui martèlent votre poitrine, abonnez-vous à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions nous retrouver. Et je vous raconterai une autre histoire de l'Ouest. La nuit tomba vite, tel un rideau de velours tendu sur la prairie. Gideon était assis près de la fenêtre, sa Winchester posée sur ses genoux, les yeux rivés sur l'obscurité derrière le portail. Le feu du poêle s'était éteint, ne laissant que de faibles braises projetant l'ombre de Naëli sur le mur de bois fissuré. Elle était maintenant bien redressée, ses yeux brillant dans l'obscurité comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Au loin parvint un bruit de sabots, lourd, lent et rythmé comme un tambour funèbre. Gideon plissa les yeux. Des silhouettes bordaient le sommet de la colline. Des torchers brûlaient avec intensité et le vent portait les rires rauques des hommes. Puis une voix retentit, froide comme une lame. « Gideon, salut. Sors et parle comme un homme. Cette cabane n'est pas à toi. » Fletcher frappe. Il sortit de l'ombre, son chapeau à bord argenté brillant à la lueur du feu. Derrière lui se tenaient une douzaine de cavaliers, fusils en bandoulière, les yeux brillants comme des prédateurs en chasse.
Gideon ouvrit la porte et sortit sur le porche. Il ne cacha pas son fusil, mais le tenait fermement, le regard glacial. Un peu tard pour une pause thé, non? Fletcher laissa échapper un petit rire sec, sa voix résonnant dans la clairière. Je t'ai offert $500 pour cette cabane. Cette offre est partie. Ce qu'il nous faut, c'est l'intérieur de cette maison. Donne-moi-la. Tu t'en vas encore en respirant. Nelly apparut derrière Gideon, imposante comme un fantôme dans la lumière du feu, même enveloppée dans une vieille couverture. Elle se tenait haute et inflexible. Les cavaliers tressaillirent. L'image d'une jeune fille autrefois pendue au portail, se dressait maintenant fièrement sur le porche, telle une malédiction surgie du tombeau. Tu as essayé de me tuer. Sa voix était rauque mais puissante. Parce que je connais la vérité, mais mon sang ne te rachètera pas la paix. Fletcher plissa les yeux, la main à mi-chemin de son pistolet, puis l'abaissa lentement. Fille coriace. Mais vois-tu, Gideon, tu tiens une louve blessée. Elle t'entraîne dans un bain de sang. Lâche-la. Écarte-toi et garde ta vie. Gideon se tourna vers Naëli. À cet instant, il vit quelque chose dans ses yeux. Non pas de la peur, mais de la foi. Un rancher solitaire, une grande apache, deux marginaux se dressant face à une meute de loups. Il cracha dans la poussière. J'ai payé cette cabane. Elle est à moi. Et quiconque lève la main sur cette femme le paiera de son sang. Le silence se fit tendu comme un anneau d'arc tiré. Puis le cliquetis froid du métal. Fletcher leva la main, faisant signe à ses hommes. Les fusils glissèrent de leurs étuis. À la lumière d'une torche, Gideon recula et entraîna Naëli à l'intérieur. Sa voix baissa. Prends ce revolver. Ce soir, on se bat. Dehors, le bruit des sabots résonna plus fort. Le champ autour de la cabane s'embrasa. L'orage était arrivé. Les coups violents sur la porte en bois résonnèrent comme un cercueil qu'on cloue. Puis vint la première grêle de balles sifflant dans l'air, déchirant les murs de la cabane. Des éclats volèrent comme des étincelles. Gideon plaqua Nieli au sol, et sa Winchester grogna, projetant l'un des assaillants hors de la clôture. La fumée des armes à feu épaississait la petite cabane comme un brouillard. Chaque fois que Gideon tirait, il entendait les jurons et les grognements des hommes dehors. Ils ne se retenaient pas. Ils avaient l'intention de noyer la cabane dans le sang. Naëli, bien qu'encore faible, serrait le poulain qu'il lui avait tendu. Ses grandes mains tremblaient, mais tenaient bon, son doigt pressa la détente. Pan! Un autre homme s'abattit sur la porte, son corps s'écroulant exactement là où elle avait été pendue. La porte de la cabane était devenue une frontière marquée de sang. Ils sont trop nombreux, grogna Gideon, le front strié de sueur et de poudre. Il renversa une table en bois sur le côté, formant une barricade, et envoya de nouvelles balles dans sa Winchester. Dehors, la voix de Fletcher hurla, « Brûlez-la! Brûlez la cabane et brûlez-les avec !» Une torche fila sur le toit de paille sèche. Des flammes jaillirent dans le ciel. Une lumière dorée vacilla dans les yeux noirs de Naëli. Elle serra les dents, s'arc-bouta et se redressa, sa silhouette imposante projetant une ombre sur Gideon. « Ils n'auront pas cette cabane, dit-elle d'une voix rauque, mais résolue. Et ils ne veulent pas de moi. » Juste à ce moment-là, de l'autre côté de la prairie, un corps de guerre retentit bas et profond comme le tonnerre grondant à travers les collines. Puis, sous le clair de lune, apparurent les silhouettes de centaines de cavaliers apaches de la tribu des Faucons Blancs. Ils formaient un mur de chevaux et d'acier, leurs lances étincelant, leurs cris de guerre déchirant la nuit. Les hommes de Fletcher paniquèrent. Certains jetèrent un regard en arrière, la terreur se lisant sur leurs visages tandis que toute la force de la tribu s'élançait comme une tempête de sable dans le désert. Fletcher jura et dégaina son revolver. Il donna un coup de pied à son cheval,
chargeant vers la cabane, désespéré d'en finir avant que tout ne s'écroule. Mais Gideon l'attendait déjà. Il sortit sur le porche, sa Winchester tirant une balle sifflant près du chapeau argenté de Fletcher, le faisant presque tomber de selle. Naëli se tenait à ses côtés, un mur de muscles et de fureur, et criait en langue apache. Son appel fut répondu par un tonnerre de voix tandis que les guerriers se rapprochaient de la cabane. Une flèche enflammée sillonna l'air, frappant une torche dans la main d'un mercenaire. Elle explosa en flammes. Le feu engloutit la clôture. Des chevaux apaches surgirent, complétant le cercle. Fletcher tira sur ses rênes pour fuir, mais il était trop tard. Les cavaliers indigènes avancèrent comme des lames d'acier, engloutissant toute sa bande de mercenaires. Gideon se tenait sur le porche en feu, le visage couvert de sueur et de cendres. À ses côtés, Nélei se profilait telle l'ombre d'une montagne, les yeux flamboyants. Ils avaient survécu à la nuit, mais Gideon savait que ce n'était que le début. Le secret de la cabane était encore enfoui, et celui qui tirait les ficelles de Fletcher serait bien plus dangereux. L'aube teintait la prairie d'un rouge sang. De la fumée s'élevait encore du toit de la cabane, mais l'incendie avait été éteint par des seaux d'eau apportés par la tribu Apache. Les corps des chevaux et des hommes tombés gisaient éparpillés le long de la clôture. L'air était chargé d'une odeur de poudre à canon et de cendres brûlées. Gideon était assis, affalé sur les marches du porche, le souffle court, ses mains calleuses tremblant encore sous le sang de la nuit. Devant lui, le chef faucon blanc était agenouillé, ses longs cheveux argentés flottant au vent, ses yeux vieux mais brillants, tandis qu'il entourait Naëli de ses bras. La géante baissa la tête, ses bras puissants accrochés à son grand-père, des larmes mêlées de suie et de sueur ruisselant sur ses joues brunies par le soleil. « Ma petite fille est vivante, mais l'ennemi reviendra, » dit Faucon Blanc d'une voix basse et tonitruante. Il regarda Gideon droit dans les yeux. « Cette cabane. Cacher quelque chose qu'ils veulent enterrer à jamais. » Gideon tourna son regard vers la maison calcinée. Il se souvint de ce que Naëli lui avait dit la veille, selon lequel Samuel Hartwell avait caché les vrais documents. Il entra, s'agenouilla sur le sol taché de fumée. Au centre de la pièce, il remarqua quelque chose d'étrange. Un carré de planches scellé hermétiquement avec de la pierre noire, de la résine dure. « Ici, » murmura Gideon. Faucon Blanc hocha la tête et fit signe. Deux guerriers s'avancèrent avec des haches. De violents coups résonnèrent dans la cabane, fissurant la résine et fendant le bois. Finalement, le plancher céda, révélant un creux sombre en dessous. Gideon plongea la main et en sortit un coffre en fer poussiéreux et une lourde bourse en cuir. Lorsque le couvercle s'ouvrit en grinçant, tous les regards se fixèrent. À l'intérieur se trouvaient des parchemins, des titres fonciers et des sceaux gouvernementaux. Chaque papier portait une signature familière, le juge William Crane, et à côté, un épais tampon rouge. Le gouverneur Marcus Webb serra les mâchoires. Ils utilisaient de faux documents. Ils vendaient les terres de notre tribu à 10-20 acheteurs différents. Hartwell l'a découvert. Il a tenté de les démasquer et ils l'ont tué. Gideon feuilleta d'autres papiers, des registres de paiement, les noms de ceux qui avaient accepté des pots de vin, des juges, des shérifs, et même d'importants propriétaires de ranch. Les sommes étaient colossales, des dizaines de milliers de dollars. L'air devint lourd. Chaque mot sur ces pages était une lame pointée sur la gorge des puissants de trois comtés. Maintenant, vous comprenez, dit doucement Faucon Blanc. Fletcher n'était qu'un chien. Les cerveaux sont Crane et Webb. Ils ne s'arrêteront pas. Ils enverront des soldats. Ils brûleront cet endroit. Tueront tous ceux qui savent. Gideon serra les poings. Sa cabane à 1200 s'avéra être un cimetière de secrets et une étincelle capable d'embraser tout un empire pourri. Il regarda Naëli, encore tremblant mais fier. Puis White Oak, ses vieux yeux chargés du chagrin d'un peuple volé. Il voulait te réduire au silence,
dit Gideon d'une voix dure comme la pierre. Mais maintenant, je connais aussi la vérité. Et je jure que cette cabane ne sera plus jamais un tombeau. Cet après-midi-là, le vent des prairies se leva, violent et sauvage. Des nuages sombres s'amoncelaient au-dessus de nos têtes, annonçant une tempête imminente. Gideon resserra les sangles de la selle. Winchester était en bandoulière tandis que Nieli et les guerriers Apaches établissaient un périmètre défensif autour de la cabane. Tout le monde savait que les forces de Crane et Webb pouvaient arriver à tout moment. Le bruit des sabots grondait au loin, fort, implacable comme des tambours. Des centaines de cavaliers apparurent à l'horizon, leurs capes ondulantes, leurs fusils étincelants. Au premier rang, le juge William Crane, le visage dur comme la pierre, flanqué des soldats du gouverneur Webb. Ils s'arrêtèrent à la porte de la cabane, à l'endroit même où le corps de Naeli avait été pendu. Crane cria d'une voix tonitruante, « Remettez-moi le coffre en fer et cet Apache, et je vous épargnerai la vie. » Gideon, salut. Tu n'es qu'un pauvre valet de ferme. Ne laisse pas 1200 devenir ton tombeau. Gideon sortit sur le porche, le regard fixe. Il souleva la pile de papier tirée du coffre. Ces documents suffisent à te pendre, toi et ton gouverneur. Tu crois que je vais m'incliner? Des murmures parcoururent la foule des cavaliers. Certains commencèrent à s'agiter, mal à l'aise, à l'évocation de Webb. Eux aussi savaient que la trahison pourrait bientôt se retourner contre eux. Crane grogna et hurla l'ordre d'attaquer. Des coups de feu éclatèrent, les balles fendant l'air. Les Apaches répondirent par une pluie de flèches et de cris de guerre qui firent trembler la terre. Le combat éclata juste devant la porte de la cabane. Gideon laissa tomber le premier attaquant, puis se retourna pour abattre le second. Naeli se dressa fièrement à l'entrée, ses bras puissants brandissant le culte avec une force fulgurante, chaque coup tel un éclair. Le feu de la bataille faisait rage. Les cavaliers de Webb vacillèrent face à la coordination acharnée de Gideon et de la tribu. La confusion se répandit et beaucoup s'enfuirent, laissant Crane seul. Toujours provocateur, il chargea vers la cabane. Arme levée sur Gideon, mais Naeli était déjà là, bloquant la porte. Sa main massive se leva, arrachant le pistolet des mains de Crane. Il s'effondra au sol, les yeux écarquillés, fixant les papiers dans les mains de Gideon. Justice viendra, grogna Gideon, sa Winchester pointée droit sur la poitrine de Crane. Peu importe le nombre de cabanes que vous brûlerez, Crane fut ligoté et livré aux guerriers. Les preuves du coffre en fer furent remises directement au maréchal territorial par White Oak et Gideon. Une semaine plus tard, le gouverneur Webb et ses complices furent conduits menottés devant le public. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les trois comtés tremblèrent. La cabane à 1200 n'était plus un lieu de pendaison, mais un symbole de justice. Na, la petite fille du chef, fut saluée comme celle revenue d'entre les morts. Et Gideon, l'ancien éleveur, devint un héros non seulement pour sa précision, mais aussi parce qu'il avait choisi de se ranger du côté de la vérité. Des années plus tard, alors que le vent des prairies soufflait à travers les prairies, on pouvait encore voir une faible lumière briller à l'intérieur de la cabane. Gideon était assis sur le porche, Na à ses côtés. Tous deux observaient silencieusement le vieux portail. Là où pendait autrefois un nœud coulant, se dressait désormais un panneau en bois avec un seul mot, liberté. Écoutez bien. Dans cette contrée sauvage, un homme pauvre avait dépensé seulement 1200 pour acheter une cabane délabrée. Mais ce qu'il a obtenu n'était ni du bois ni des terres, mais le fardeau de toute une génération. Une fille pendue à la porte, des papiers tachés de sang et une vérité que toute la ville redoutait. Parfois, la vie est comme cette cabane à 1200. On croit acheter un endroit bon marché pour se reposer, mais on finit par foncer droit dans la tempête. On croit choisir quelque chose de petit, rien que pour soi. Mais le destin exige qu'on défende quelque chose de bien plus grand.
Gidéon n'était qu'un vieux rancher rude, inaperçu aux yeux de la plupart. Mais lorsqu'il a coupé la corde du cou de cette jeune Apache, il n'a pas seulement sauvé une vie. Il a sauvé ce qui lui restait d'humanité. Parfois, un petit acte de courage suffit à ouvrir la voie à la justice. Et c'est peut-être la plus grande vérité que renferme cette histoire. La justice commence toujours par le choix d'un homme ordinaire. Il n'est pas nécessaire d'être gouverneur. Il n'est pas nécessaire d'être général. Il suffit d'être prêt à dire non au mal et à se tenir aux côtés de ceux qui sont trop souvent laissés seuls. Même un éleveur fauché peut déplacer le poids d'un territoire entier vers l'ouest, là où les coups de feu et la poussière décident du sort. Ce qui perdure, ce n'est ni l'or, ni les titres de propriété. Ce qui demeure, c'est la voix de ce qui est juste. Et une fois cette voix élevée, même les loups reculent. Je suis vraiment honoré d'avoir partagé cela avec vous. Dites-moi ce que cette histoire a signifié pour vous. Laissez un commentaire ci-dessous. N'hésitez pas à commenter si cette histoire vous a touché. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits captivants de la nature sauvage.